Salut à tous, bienvenue pour ce point Game of Thrones numéro 14. La saison 8 n'a jamais été aussi proche. Et non, je ne donne pas de compte à rebours exact puisqu'on tourne des points Game of Thrones en amont et du coup, ça occasionne parfois quelques décalages. Alors qui dit retour de notre série préférée dit forcément fin des points Game of Thrones. Il nous en reste plus que deux et donc les deux personnages centraux de Game of Thrones, Daenerys et Jon Snow. En tout cas, une chose est sûre, plus j'ai progressé dans ces points Game of Thrones, plus j'ai évoqué tous les personnages, les analyses, les théories, plus je me dis qu'on s'éloigne d'une happy end. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, d'analyser les théories autour de Daenerys et de ses dragons pour la saison 8, on fait comme d'habitude, on regarde les news, les secrets de tournage, toutes les infos qu'on a pu glaner autour du retour de Game of Thrones. Depuis des semaines ici, on a beaucoup parlé de la tristesse et de la difficulté avec laquelle les acteurs avaient du mal à quitter leur rôle. On a forcément parlé de nous aussi, de notre excitation, mais aussi de notre peur d'en finir avec Game of Thrones. Mais on n'a jamais évoqué les principaux intéressés, ceux qui ont un peu créé ce bébé génial, c'est-à-dire les showrunners Benioff et Weiss. Quand tu dédies 10 ans de ta vie, 365 jours par an à un projet fou et que tu vois doucement la fin approcher, forcément il y a une forme de mélancolie qui s'empare de toi. Et c'est le cas actuellement pour David Benioff et D.B. Weiss qui s'épanchent dans la presse et qui nous racontent avec émotion la fin de cette aventure. C'est un peu la séquence émotion de ce point Game of Thrones. Je vous invite à aller lire l'interview de D.B. Weiss dans Entertainment Weekly où il nous raconte que vraiment il aura du mal à passer à autre chose et notamment cette phrase qui est marrante où il dit qu'à 75 ans, il pensera encore à ce que Tyrion aurait fait dans telle ou telle situation, un vrai moment d'émotion. On espère que notre finale engendrera le même genre de débat que celui de Breaking Bad. C'est par cette phrase que les deux showrunners ont terminé leur interview dans le magazine Entertainment Weekly et c'est une phrase qui a forcément fait jaser. En effet, la fin de la série culte a scindé les fans en deux. Étant un énorme fan de Breaking Bad et la considérant comme une des séries qui a le mieux réussi sa conclusion, me voilà rassuré. S'il y a bien quelqu'un qui ne se préoccupe pas de la fin de la série, c'est bien George R.R. Martin. L'histoire de Westeros va bel et bien se finir, mais pas là où elle a commencé. Elle va se finir à la télévision et pas dans les livres qu'il a commencé à écrire il y a 23 ans. Alors forcément, la conclusion de Game of Thrones a une saveur toute particulière pour lui. Il n'arrête pas de s'épancher lui aussi dans la presse pour dire qu'il aurait bien aimé finir les livres avant la série. On en est quand même bien loin. Déjà que George Martin a un rythme d'écriture particulièrement lent depuis des années, le fait que la série aille si vite, ça lui complique la tâche. Ça demande une imagination autre pour essayer de diversifier les livres par rapport à la série et c'est pourquoi il n'a pas souhaité lire le script de cette saison 8. Comme toujours, il termine sur une note amusante puisqu'il déclare « Je ferais mieux de vivre longtemps car il me reste encore beaucoup de travail ». Ça, c'est clair. J'ai l'impression d'être un horloger suisse ou un chef de gare, mais quand on parle de Game of Thrones, chaque seconde compte. On a désormais la durée exacte de chacun des épisodes de la saison 8. J'en avais déjà parlé dans un précédent point Game of Thrones, mais on était plus au stade de la rumeur. Cette fois, c'est vérifié. Prenez note, le premier épisode durera 54 minutes, le deuxième 58, le troisième 60, le quatrième 78, là on commence à parler, et les deux derniers 80 minutes. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est la durée effective des épisodes, étant donné qu'il n'y a pas de publicité sur HBO. On cite beaucoup Entertainment Weekly ces dernières semaines, et pour cause, c'est eux qui ont la primeur de présenter cette saison 8 de Game of Thrones dans un numéro spécial où ils ont pu pénétrer dans les coulisses du tournage. Pour cette occasion, ils sortent 16 magazines différentes avec 16 couvertures différentes. Parmi elles, vous me connaissez, il y en a une seule qui a retenu mon attention, c'est celle où les frères Clegane s'affichent, prêts à en découdre. Alors vous vous dites que je vois le Clegane Ball partout, et c'est pas faux. Et je voulais finir ces news sur quelques infos qu'on a pu dénicher sur les spin-offs. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux et pourtant il n'y a pas beaucoup d'infos qui sortent. Robert Greenblatt, le nouveau PDG d'HBO, a déclaré qu'il fallait prendre tout ça avec des pincettes, que c'était très compliqué de faire un spin-off à ce monstre qu'est Game of Thrones et qu'il était hors de question de faire quelque chose pour faire quelque chose. Game of Thrones n'est pas une vache à lait. Je trouve ça une approche très intelligente, très intéressante. Il faut vraiment assurer l'après Game of Thrones, mais pas n'importe comment. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the breaker of chains. Bon, voilà qui plante le décor. Mais avant ça, Daenerys est la fille du roi fou Aerys II Targaryen et de sa femme Rhaella Targaryen et surtout la jeune sœur de Rhaegal et Viserys Targaryen. Petit rappel, pour ceux qui auraient oublié, donc, son père, atteint de folie, a été dépossédé du trône par Robert Baratheon, dit l'usurpateur. Rhaegar, son frère et donc père de Jon Snow, a été tué au combat par Robert Baratheon. Et c'est suite à cela que Viserys et Daenerys ont été contraints à l'exil à Essos.
On les suit donc au début de Game of Thrones dans la saison 1, alors qu'ils ont été élevés et qu'ils ont grandi à Essos. On découvre avec Daenerys un personnage avec une force de caractère incroyable et des convictions inébranlables qui sont sans doute dues au sang royal qui coule dans ses veines. Mais on découvre surtout un personnage qui est esseulé. Personne ne lui veut vraiment du bien, même son frère. Elle est donc très rapidement livrée à elle-même, entourée de menaces, d'espions, d'assassins, comme Sir Jorah Mormont au début de la série dans la saison 1, et puis au fur et à mesure, incroyable. Elle rallie de plus en plus de personnes, de plus en plus de peuples, même des armées, pour au final acquérir la plus grande armada de cette saison 8. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que son armée dit tout de son histoire. On a d'abord les Dothraki qui rappellent le début de la série, ses errances dans le désert, sa rencontre avec Khal Drogo et ses barbares hystériques qui se rallient au fur et à mesure à elle et qui voient en elle une grande chef militaire. Puis on a aussi les Unsullied qui font écho à un autre pan de l'histoire de Daenerys, cette volonté farouche de libérer les esclaves d'Essos. Elle a donc à sa disposition une armée qui se fait un honneur de combattre pour celle qui l'a libérée. Et puis il y a bien évidemment sa garde rapprochée qui est peut-être le témoin le plus fort de sa capacité à rassembler. Il y a autour d'elle des gens incroyablement hétéroclites. Repensez aux gens qui l'entourent. Vergris, Unsullied, Missandei, ancienne esclave, Feu Sir Barristan, un ancien soldat de King's Landing. Il y a aussi le regretté, qui n'est pas mort, mais qu'on ne voit plus, Daario Naharis, un ancien de la Golden Company. Elle a cette faculté impressionnante de rassembler des gens au parcours tellement différents. Elle a même réussi à rassembler des familles qui n'ont rien en commun. Les Tyrell, les Martell, les Greyjoy, et même la famille Stark à travers Jon Snow. Avec ce pouvoir de persuasion, cette force de caractère et cette profonde humanité quand même, elle a réussi à faire adhérer le plus grand monde à son projet. Parce que c'est notre projet! Il est donc tout à fait normal de voir Daenerys comme un des personnages centraux de Game of Thrones. Je sais qu'elle en énerve beaucoup, je peux le comprendre, mais c'est sur elle que repose une grande partie de la saison 8. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de Daenerys sans parler de ses enfants, de ses dragons, qui sont aussi une part importante de sa domination politique et militaire. Ils auront eux aussi un rôle très important à jouer dans la saison 8, surtout depuis que le Roi de la Nuit s'est permis d'en emprunter un. C'est donc tout à fait logique que ces dragons aient aussi une place de choix dans notre focus. On se lance? Mais commençons d'abord par Daenerys. Je voulais débuter par une théorie fumeuse que je vais balayer d'un revers de la main. J'ai vu naître sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines l'idée selon laquelle Jon et Daenerys se seraient mariés entre la saison 7 et la saison 8. Ces gens-là s'appuient sur une phrase du teaser où Sansa accueille Daenerys et lui dit « Winterfell is yours, my grace ». Certains se sont donc appuyés sur ça pour dire « Elle est devenue entre-temps la Queen in the North ». Je pense qu'il faut arrêter le délire et qu'il faut s'appuyer sur des preuves précises et des déclarations des showrunners. Rappelez-vous, les showrunners nous ont dit que le premier épisode de cette saison 8 serait un clin d'œil du tout premier épisode de la série dans lequel Ned Stark accueille Robert Baratheon en lui disant « Winterfell is yours, my grace ». Ce n'est donc pas un clin d'œil au mariage de Jon et Daenerys, mais bien la fameuse hospitalité des Stark. On peut maintenant attaquer les choses sérieuses. Il y a une théorie qui entoure Daenerys qui déchaîne les passions, et c'est bien normal, la possible grossesse de Daenerys. Rappelons quand même que depuis sa mésaventure avec la sorcière Merim Asdur dans la saison 1, Daenerys est censée être touchée par une malédiction qui l'empêche d'avoir des enfants. Depuis des années, le téléspectateur a donc intégré que Daenerys ne pouvait pas avoir d'enfants et qu'elle considérait ses dragons comme ses propres enfants. Mais on sait bien que dans Game of Thrones, on n'est pas à l'abri d'un retournement. C'est en effet à partir du début de la saison 7, la saison précédente, qu'on a commencé à penser qu'une grossesse était possible. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les réflexions, les petits indices se sont glissés tout au long de la saison pour nous mettre en quelque sorte la puce à l'oreille. Pourquoi en effet, alors qu'on sait depuis de nombreuses saisons qu'elle est stérile et qu'on était passé à autre chose, les showrunners ont décidé de nous bassiner tout au long de la saison 7 avec des petites punchlines de Daenerys nous rappelant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'elle avait subi une malédiction, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, etc. Ça s'est répété presque à chaque épisode à tel point qu'on en est venu à se dire « Ok, il nous prépare une surprise ». Selon moi, il y a deux moments clés, deux moments très importants dans cette 16e saison qui nous mettent la puce à l'oreille sur une possible grossesse de Daenerys. Il y a d'abord dans le 6e épisode, alors que la petite troupe des Expendables est au-delà du mur pour aller chercher un White Walker, Jon Snow décide de redonner Longclaw à Jorah Mormont puisqu'elle appartenait à son père, mais Jorah Mormont refuse et lui retend son épée en lui disant « Elle servira à tes enfants ». Un petit clin d'œil insistant qui reste en tout cas en tête du téléspectateur. Et puis il y a cette scène fondamentale selon moi, c'est la scène dans le dernier épisode de cette saison 7, la scène de la discussion entre Jon et Daenerys à Dragon Pit. Les symboles sont nombreux dans cette scène, notamment ce moment où Daenerys tend à Jon cette petite tête de bébé dragon comme un symbole de paternité. Mais le truc le plus important selon moi,
c'est ce moment où Jon Snow se retourne presque vers nous comme s'il brisait le quatrième mur pour dire à Daenerys « Tu crois vraiment, ces balivernes, que tu es maudite par cette sorcière, etc. » Lui n'y croit pas, alors pourquoi nous y croirions? Certains vont même plus loin et s'appuient sur une phrase qu'on entend beaucoup ces derniers temps dans la série « Death will pay for life », la mort payera pour la vie. On sait que Daenerys considère ses dragons comme ses enfants. Or, malheureusement, elle vient de perdre Viserion, donc un de ses enfants. Est-ce qu'en échange de cette mort, elle ne pourrait pas avoir une nouvelle vie et donc un autre genre d'enfant, un enfant né de sa relation avec Jon Snow? Selon moi, il y a quand même de fortes probabilités que Daenerys se retrouve enceinte de Jon Snow. Les indices sont trop nombreux et les signes beaucoup trop forts. Mais la question que je me pose, c'est comment rendre ça important au niveau du scénario, comment faire fructifier cette idée pour que ça ait un réel intérêt. Et là, il y a peut-être une possibilité, mais c'est une théorie, malheureusement, qui est funeste. Ce serait l'idée d'une fausse couche de Daenerys qui conduirait donc à sa mort. Alors il y a peut-être une possibilité, mais malheureusement, c'est une théorie funeste. On voit fleurir sur les réseaux sociaux la théorie selon laquelle Daenerys va bien donner vie à un enfant, mais que lors de l'accouchement, elle y perdra la vie. Tout cela serait en fait lié, en quelque sorte, à un héritage génétique. Pensez à la mère de Daenerys qui est morte en accouchant de Daenerys, à la mère de Jon qui est morte en accouchant de Jon. Pensez même, pour ceux qui croient à la théorie de Tyrion est un Targaryen, à la mère de Tyrion qui est morte en donnant vie à Tyrion. Il y a énormément d'héritages chez les Targaryens qui annoncent le fait que la mère meurt quand elle donne la vie. Pourquoi donc Daenerys échapperait-elle à ce sort? Si elle est enceinte, elle donnera la vie, mais pour cela, elle devra le payer de sa mort. Donnez-moi votre avis sur cette théorie en commentaire, mais ce serait une fin particulièrement funeste pour un des personnages emblématiques de la série. On attaque ensuite une toute autre partie des théories concernant Daenerys. Elles aussi sont annoncées par des signes assez forts et ont de bonnes chances de se réaliser. Première théorie insistante, l'idée selon laquelle la révélation des véritables origines de Jon Snow serait à l'origine d'une dispute entre lui et Daenerys. Je suis persuadé que la révélation de sa véritable identité va apporter son lot d'emmerde et faire un peu vaciller la cohésion générale de l'alliance qu'ils avaient formée avec Daenerys. En effet, la conséquence primordiale de la véritable identité de Jon Snow, c'est bien qu'il est Aegon Targaryen et donc qu'il est le véritable héritier du trône de fer. Or, après tout ce qu'elle a traversé, tous les sacrifices qu'elle a fait pour en arriver là, tout le chemin qu'elle a parcouru, ça me paraîtrait complètement fou qu'elle accepte sans broncher que celui-ci soit le véritable héritier et donc qu'il ait plus de chances de s'asseoir sur le trône qu'elle. Cela pourrait même être, selon moi, le déclencheur d'une toute autre théorie, une théorie dont on entend beaucoup parler et que j'adore, l'idée d'une Mad Queen. Encore une fois, on connaît le patrimoine génétique des Targaryens, ils ont une capacité, étant donné leur consanguinité, à sombrer dans la folie. On se souvient bien évidemment du roi fou, Aerys II, mais aussi de Viserys, le frère même de Daenerys, qui était complètement taré et qui a très mal fini. Pourquoi Daenerys échapperait-elle à ce sort? Et si tout au long des saisons précédentes, et plus particulièrement dans la saison 7, on avait pu voir des bribes de folie, des moments où cette folie vient toquer à la porte, et comme des preuves qu'elle peut sombrer facilement du côté obscur. Prenez l'exemple pour moi le plus parlant, ce moment où elle décide, contre l'avis de Tyrion et de certains de ses conseillers, de tout simplement rôtir les Tarly, père et fils, parce qu'ils ne veulent pas s'agenouiller. On sent comme une envie un peu dérangeante de pouvoir, un truc un peu malaisant, de « ouais, je veux tout cramer ». Elle dit exactement la même chose quand elle hésite à attaquer de front King's Landing. Elle n'hésiterait pas à brûler entièrement King's Landing, comme l'a fait son père, le roi fou Aerys II. Imaginez Daenerys à fleur de peau qui vient d'apprendre qu'elle n'est pas en fait l'héritière légitime du trône, que quelqu'un qui débarque de nulle part vient de passer devant elle, ça pourrait être l'élément déclencheur de cette folie, et à ce moment-là, un twist incroyable, Daenerys deviendrait en fait la Mad Queen et une véritable menace pour l'Alliance et pour tous les gentils qu'on adore. Je serais particulièrement intéressé par ce twist scénaristique, par ce retournement, mais je trouve quand même que c'est très dur d'installer ça en une saison de 6 épisodes. Ça me paraît trop court pour qu'on bascule comme ça et qu'on redistribue les cartes. Néanmoins, une autre théorie pourrait découler de cette idée de la Mad Queen. C'est bien évidemment la possibilité d'une trahison de Tyrion Lannister. Ça a été beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux et pour cause, il y a des regards qui ne trompent pas ou du moins qui intriguent à la fin de la saison 7. Première raison que je viens d'évoquer donc, la peur de Tyrion de confier le pouvoir à une reine qui pourrait sombrer dans la folie. On a bien vu son regard au moment où elle décide de cramer les Tarly. Il n'est pas du tout d'accord, mais surtout il a peur, comme s'il sentait quelque chose. Deuxième raison possible, l'amour déchu, l'amour déçu. On voit ce regard, la caméra en tout cas s'attarde sur ce regard au moment où il découvre que Jon et Daenerys vont coucher ensemble. Il y a comme une forme de déception, même de jalousie je dirais, et parfois l'amour peut conduire à faire des choses très stupides. Peut-être que Tyrion va être de cela. Et puis une dernière raison, moins probable selon moi, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas et c'est bien l'attachement à la famille, au sang. Est-ce que Tyrion pourrait retrouver un attachement pour les Lannister et vouloir les reconduire au pouvoir et pour ça
ça le conduirait à s'allier de nouveau avec sa sœur Cersei. Daenerys et Jon étant les personnages piliers de Game of Thrones, il est tout à fait logique qu'ils aient le plus de chances d'être le Azor Ahai selon les bookmakers. À partir de là, malheureusement compliqué d'imaginer une happy end, vous pouvez oublier, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est donc plus une affaire de ressenti, de pronostic que de théorie, on pourra en parler en commentaire. Est-ce que les deux peuvent survivre? Si l'un des deux meurt, lequel va mourir? Est-ce que les deux peuvent mourir? C'est plein de questions que la saison 8 devra résoudre. Si on part du principe que Jon Snow est la réincarnation de ce fameux héros légendaire destiné à annihiler les marcheurs blancs, ce qui est la plus forte proba des bookmakers, alors Daenerys deviendra la sacrifiée idéale. Vous êtes sûrement tous déjà au fait de la légende et de la théorie d'Azor Ahai, donc je ne vais pas la répéter dans le détail, mais souvenez-vous, Azor Ahai, pour révéler son pouvoir, a dû passer son épée au travers du corps de sa bien-aimée Nyssa Nyssa. De la même manière, Jon Snow devra donc faire la même chose et sacrifier celle qu'il aime depuis peu, mais celle qu'il aime quand même, Daenerys. Alors je vous le glisse quand même ici, je ne veux absolument pas que cette théorie se réalise, je ne veux pas voir cette scène larmoyante où Jon n'arrive pas à se résigner à planter Daenerys, ça donnerait un truc totalement mélodramatique, et pour moi c'est pas ça Game of Thrones. Et puis forcément il y a l'autre camp, ceux qui pensent que c'est Daenerys Azor Ahai. On rappelle cette scène où Missandei dit que la traduction prince qui fut promis est erronée, ça peut aussi être une princesse et donc une héroïne. Et à ce moment-là, forcément, Daenerys devra passer son épée au travers de Jon Snow. Les choses s'inversent. Alors même si c'est tout aussi mélodramatique et que c'est quelque chose que je ne souhaite pas voir, je suis quand même un peu plus intrigué dans l'autre sens, parce qu'on sait que Daenerys est capable de faire des grandes choses, des grands sacrifices pour accéder au pouvoir, et puis parce que d'un autre côté, Jon c'est quand même la figure sacrificielle parfaite. Je le vois bien arriver en bombant le torse en disant « Ok, il faut me tuer pour tuer le roi de la nuit, alors allons-y ». Il y en a même qui vont plus loin, qui pensent que c'est l'alliance de Jon et Daenerys, l'alliance de The Song of Ice and Fire, qui formerait un tout, et ce tout serait Azor Ahai. Alors là c'est du délire, ça ne s'appuie sur aucune preuve, mais ce serait assez beau scénaristiquement. Quoi qu'il en soit, vous connaissez mon point de vue et je me permets de vous le réaffirmer ici, on verra qui aura raison. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont Azor Ahai, mais que ce sera bien évidemment la surprise qu'on sort de son chapeau, Jaime Lannister. En tout cas, ça fait quand même beaucoup de théories qui menacent grandement l'espérance de vie de Daenerys dans la saison 8, et il y en a une autre qui n'est pas près de la défendre de ce côté-là. La question qu'on se pose donc forcément quand on traite de Daenerys, c'est va-t-elle s'asseoir un jour ou l'autre sur le trône de fer? C'est ce qu'elle désire depuis très longtemps, mais l'arrivée du personnage de Jon Snow, donc Daegon Targaryen, remet tout cela en cause. Il y a une scène emblématique et fondamentale quand on traite de ce sujet, c'est la vision qu'a Daenerys dans la maison des non-mourants. Dans cette vision, on aperçoit le Red Keep dévasté, en ruine, surtout au niveau du toit, comme si des dragons avaient décidé de brûler tout King's Landing. Surtout, la salle du trône est recouverte de neige. Le trône est recouvert de neige, comme si une preuve que c'était Jon Snow qui devait s'asseoir dessus et non pas Daenerys. Et puis le plus frappant, c'est que Daenerys s'approche du trône. Elle s'approche tout doucement, lentement, mais sûrement, prêt à le toucher. Et au moment où elle s'apprête à toucher enfin le trône, elle est appelée par ses dragons et décide de changer de direction, comme si ce trône était en fait inatteignable pour elle. À partir de là, les hypothèses sont nombreuses. Est-ce qu'elle ne va pas atterrir sur le trône parce qu'elle n'en a pas le droit et que c'est Jon qui atterrira sur le trône à sa place? Ou est-ce qu'elle trouvera la mort avant de pouvoir s'asseoir sur le trône? Tout est ouvert. Mais il y a une autre possibilité, une fin un peu bisounours, mais qui a le mérite d'exister et qui a certains signes tout au long de la saison 7. Souvenez-vous par exemple de ça. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. It's a beautiful dream. Stopping the wheel. You're not the first person who's ever dreamt it. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Et si, à la fin de cette saison 8, Daenerys sortait triomphante de tous ces obstacles et décidait de respecter en quelque sorte sa propre volonté, celle de break the wheel. Et si break the wheel signifiait instaurer pour de bon une démocratie à Westeros. Pour conclure toutes ces théories autour de Daenerys, je voulais bien évidemment conclure par une théorie what the fuck. L'idée selon laquelle Game of Thrones serait en quelque sorte calqué sur le scénario de Star Wars. On sait qu'historiquement les Targaryens se reproduisent non pas entre tantes et neveux comme c'est le cas pour Jon et Daenerys, mais entre frères et sœurs. Ce qui a mis la puce à l'oreille à beaucoup de fans sur les réseaux sociaux qui se sont dit « Et si au final on trouvait un moyen de faire dire que Jon et Daenerys sont frères et sœurs ?» Alors je vous préviens, c'est complètement alambiqué, mais ça vaut le détour. Tout se base sur une première citation de Daenerys qui se rappelle de son enfance dans les livres et qui se souvient notamment d'un citronnier.
Or, elle est censée avoir vécu en exil à Braavos, et il n'existe pas de citronniers à Braavos, ils sont plutôt présents dans la région de Dorne. Et la région de Dorne, vous la connaissez pour être la région où se trouve la Tour de la Joie. On ne voit en effet que peu d'images de la Tour de la Joie, seulement des bribes à travers les visions de Bran. Et si, en fait, Jon et Daenerys étaient des jumeaux séparés à la naissance? On serait alors tout à fait comme dans Star Wars avec Luke et Leia, et c'est d'ailleurs un parallèle qu'a fait Alfie Allen, l'acteur qui incarne Theon Greyjoy, dans une interview où il a dit « Vous verrez, Game of Thrones, au final, ça ressemble quand même beaucoup à Star Wars. » Est-ce qu'au final, Ned Stark, ce ne serait pas le Obi-Wan Kenobi de Game of Thrones? Il aurait décidé de cacher séparément les deux enfants pour leur éviter de subir le courroux de Robert Baratheon, qui, en apprenant l'existence d'un enfant entre Rhaegar et Lyanna, aurait pu rentrer dans une terrible colère. Cela expliquerait notamment pourquoi, dans la saison 1, lorsque Robert s'énerve et déclare qu'il faut absolument assassiner Daenerys, Ned s'y oppose fermement. Ça expliquerait en tout cas pourquoi tous les deux, ils sont les élus des prêtresses rouges. Kinvara d'un côté pour Daenerys, Mélisandre de l'autre pour Jon, ils sont en fait tous les deux Azor Ahai, A Song of Ice and Fire. On ne peut pas traiter du destin de Daenerys dans la saison 8 sans parler du destin de ses dragons, ses 3 enfants. Rappelons d'abord l'origine des noms de chacun des dragons. Viserion, que le roi de la nuit a tranquillement emprunté à Daenerys, vient de son frère Viserys, c'est logique. Drogon tient lui son nom de feu son mari Khal Drogo, et quant à Rhaegal, c'est évident, il tient son nom de Rhaegar, l'autre frère de Daenerys et le père de Jon Snow. Pendant longtemps, on a clamé la théorie du dragon à 3 têtes, l'idée selon laquelle les 3 dragons de Daenerys allaient être chevauchés ou dragonnés, je sais pas trop comment on dit, par 3 membres de la famille Targaryen. On aurait donc eu Daenerys sur Viserion ou Drogon en fonction, on aurait eu Jon Snow sur Rhaegal en l'honneur de son père, et puis on aurait eu un 3e membre qui se serait greffé et ça aurait pu être Tyrion Lannister. Malheureusement, ce qui est arrivé à Viserion a complètement rebattu les cartes, il n'y a maintenant plus que 2 dragons, et donc avec ça s'écroule la théorie de Tyrion Lannister égale Tyrion Targaryen. C'est en tout cas assez étonnant puisqu'on avait vu dans la saison 6 une scène qui était un peu similaire à celle où Jon Snow touche le dragon, c'était la scène où Tyrion se rapproche de ce dragon comme s'il avait une sorte de complicité avec lui, mais je pense que c'est trop compliqué d'installer ça dans la saison 6. D'autant que le propriétaire de Viserion, c'est désormais le roi de la nuit. La question se pose donc logiquement, vous voyez où je veux en venir, est-ce que le roi de la nuit ne serait pas lui aussi un ancien Targaryen? La conclusion de tout ça, c'est que les choses vont être assez simples et on a vu les images du trailer. Drogon va devenir le dragon attitré de Daenerys, pendant que Rhaegal va au fur et à mesure devenir le dragon de Jon Snow, a.k.a. Aegon Targaryen. Alors je vais m'avancer un peu, mais je vais prendre un pari, et malheureusement il est funeste, c'est l'idée selon laquelle à la fin de la saison 8, il ne restera plus aucun dragon en vie. Selon moi, c'est une question d'équilibre des forces. Il faut que la guerre se termine par une sorte de disparition de toutes les choses magiques ou monstrueuses pour que les hommes puissent vivre en harmonie et qu'on puisse retrouver la paix. La première question évidente qui nous vient en tête, c'est comment on fait pour venir à bout de Viserion, le dragon de glace conduit maintenant par le roi de la nuit. La première hypothèse est la plus compliquée à réaliser. Le dragon de glace, qui est une sorte de dragon réanimé comme un White Walker, doit forcément craindre le ver dragon. Or, ils ont une ressource presque illimitée de ver dragon, un forgeron incroyable en la personne de Gendry, pourquoi ne pas bâtir une arme redoutable pour transpercer ce dragon? Mais ça semble quand même particulièrement difficile. Les écailles des dragons sont épaisses, ils vont particulièrement vite, ça demande des aptitudes et ça demande un peu de chance aussi. Il faudrait pouvoir réussir à clouer les dragons au sol et atteindre leurs points faibles, leurs yeux. Alors est-ce que ce sera un combat entre 2 dragons, entre 3 dragons? Est-ce que c'est Jon Snow contre le roi de la nuit, Daenerys contre le roi de la nuit? Toutes les hypothèses sont ouvertes. Alors oui, bien évidemment, on a envie de voir ce combat entre Jon Snow chevauchant un dragon contre le roi de la nuit chevauchant Viserion. Selon moi, ça n'arrivera pas. C'est bien évidemment Daenerys chevauchant Drogon qui va venir à bout de Viserion. Tout simplement pour une raison évidente, c'est que le roi de la nuit va débarquer sur Viserion, du côté de Winterfell, au début de cette saison 8, au moment même où Jon Snow ne saura même pas monter un dragon, il ne sera absolument pas capable de se battre avec. Il faudra donc que Daenerys se le coltine, et ce sera un parallèle amusant entre les dragons et le nom qu'on leur a donné en hommage à tel ou tel personnage. Visualisez le truc, Viserys dans la série a été tué par Khal Drogo. Et donc Viserion serait tué à son tour par Drogon. Et plutôt qu'une victoire écrasante de Drogon sur Viserion, je parie sur le fait que les 2 dragons s'entretuent. Avec un petit bémol et une petite interrogation au passage, tuer un dragon par le feu, est-ce que ce serait pas contradictoire? Et une autre question, est-ce que cette espèce de feu de glace que crache Viserion ne serait pas plus puissant
que le feu véritable d'un dragon? C'est autant de questions dont on veut une réponse en saison 8. Ce qui fait donc 2 dragons tombés au combat lors de la première partie de la saison 8, et pour moi le dernier, celui de Jon Snow qui va apprendre à manier au fur et à mesure, va mourir dans la suite de la saison 8, et cette fois par une arme créée par Qyburn pour Cersei, cette fameuse baliste, sauf que cette fois, il y aura des flèches empoisonnées. Conclusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les 3 dragons vont succomber, ils vont devenir une cible de choix, et c'est pas une mauvaise chose au final que tous les dragons tombent pour rétablir l'équilibre et la paix dans Westeros. Voilà, c'est tout pour cet immense point Game of Thrones consacré à Daenerys, c'est bien normal, c'est un personnage central de la série. On se retrouve très bientôt pour le dernier point Game of Thrones avec émotion, il sera consacré à Jon Snow, j'espère que vous avez du temps devant vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec les théories qu'on a développées dans cette vidéo, et même si vous avez d'autres théories, ça peut être intéressant. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous du love. On se retrouve très bientôt. Ciao!